Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you very much. Welcome back. Merci beaucoup à tous. Nous allons maintenant donner la parole aux représentants de la Côte d'Ivoire, de manière à ce qu'ils puissent présenter leurs arguments et que ensuite tout le monde ait la possibilité de réagir à ces arguments. Donc nous allons d'abord donner la parole à la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, le Collège des avocats de l'État de Côte d'Ivoire, mandaté par une décision du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du 20 janvier 2020, a confié à Jean-Pierre Mignard le soin de présenter au nom du Collège la position de la Côte d'Ivoire pour des raisons d'efficacité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, j'ai l'honneur, au nom du Collège de mes confrères du barreau d'Abidjan et de Paris, de me présenter devant vous dans l'intérêt de la République de Côte d'Ivoire. Nos observations orales porteront sur 5 points. Sur le sens d'abord de l'intervention de la République de Côte d'Ivoire dans la procédure à cette audience, sur la nécessaire représentation à nos yeux en justice de M. Gbagbo sous les conditions qui seront prévues par la Cour, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en d'autres termes sur la nécessaire protection des victimes et des témoins, sur l'absence de privation des droits civils et politiques argués par M. Gbagbo et dont nous récusons le fait, enfin, sur l'indispensable nécessité de satisfaire aux objectifs de justice et de réconciliation qui figurent dans la mission qui vous a été donnée. Sur le sens de l'intervention de la République de Côte d'Ivoire à cette audience, nous tenons, parce que c'est une fois unique peut-être qui nous est donnée, de rappeler que c'est à la suite du refus par M. Gbagbo et de ses partisans de prendre acte de leur défaite électorale le 2 décembre 2010 et de se plier ainsi à la légalité constitutionnelle ivoirienne qu'un très long et violent conflit est né en Côte d'Ivoire. Un procès récurrent a été fait au gouvernement ivoirien d'être dans les coulisses de ce procès, son instigateur, ce qui est inexact, pénible et dangereux. Le résultat du scrutin proclamé par le président de la commission électorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko, B-A-K-A-Y-O-K-O, et désignant M. Ouattara comme victorieux par 54,10% des suffrages, a été reconnu par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies le 8 décembre 2010, par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 7 décembre 2010, par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 10 mars 2011 et par l'Union européenne le 4 décembre 2010. Toutes ces organisations internationales sont composées d'États, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, qui, pour l'écrasante majorité d'entre elles, avaient une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire et avaient pu observer les événements en cause. Dans sa résolution 1975, datée du 30 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU exhortait ainsi toutes les parties et tous acteurs ivoiriens à respecter la volonté du peuple et l'élection d'Alassane Dramane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire qu'ont reconnu la CEDEAO, l'Union africaine et le reste de la communauté internationale. Nonobstant cela, des violences graves et répétées, de nature à constituer des crimes contre l'humanité, ont été commises durant 5 mois à Abidjan et divers endroits du pays, afin de bloquer le processus démocratique, au risque d'une guerre civile ayant déjà causé un nombre considérable de victimes de part et d'autre. Au moins 3000 morts ont été dénombrés. Le 13 avril 2011, M. Choi Young-jin, Y-O-U-N-G-G-I-N, représentant spécial du secrétaire général et chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, déclarait devant le Conseil de sécurité de l'ONU que c'était une des élections les plus ouvertes,
les plus justes et les plus transparentes au monde, qui s'est déroulée le 28 novembre 2010 et qu'elle avait été remise en question par la cupidité politique du président sortant Laurent Gbagbo, une crise post-électorale totalement inutile et grave dans ses effets, a suivi et a duré plus de 4 mois. Devant le caractère gravissime de ces faits répétés, dans sa résolution 1625 datée du 25 mars 2011, le Conseil des droits de l'homme a fait écho à l'appel de plusieurs États membres pour établir une commission d'enquête internationale indépendante chargée d'enquêter sur les faits et les circonstances entourant les allégations de graves violations des droits de l'homme perpétrées en Côte d'Ivoire à la suite de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, en vue d'identifier les responsables de tels actes et de les traduire en justice. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Pillay, PII2LAY, alors en charge de cette fonction, constatait le 8 avril 2011 que depuis les résultats du scrutin, je cite, « Nous avons assisté à des violations d'une nature et d'une fréquence choquantes, notamment le bombardement d'un marché, le meurtre avec sang-froid de femmes qui manifestaient pacifiquement, l'utilisation d'armes lourdes contre des civils et d'innombrables actes de violence, des pillages, des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements, des disparitions forcées et des incitations à la violence par la télévision de l'État. » La haute-commissaire concluait ainsi que certaines de ces violences pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Le 30 mars 2011, le Conseil de sécurité avait déjà tiré les mêmes conclusions dans sa résolution 1975 dans les termes suivants : les attaques qui se perpètrent actuellement en Côte d'Ivoire contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité et leurs auteurs doivent être tenus responsables au regard du droit international, et le Conseil notait que ce serait dans ce cas à la Cour pénale internationale, à vous-même, mesdames, messieurs les juges, en vous fondant sur le paragraphe 3 de l'article 12 du Statut de Rome, d'en tirer toutes les conséquences de droit. Le 8 avril 2011, la haute-commissaire déclarait « La priorité première est de faire tout ce qui est possible pour mettre un terme à de nouveaux meurtres et violations. Mais il est tout aussi important de mettre fin à l'impunité en Côte d'Ivoire. Par conséquent, l'engagement du président de la République de Côte d'Ivoire, normalement élu, de punir les personnes responsables de tous ces crimes odieux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, messieurs les juges, de passer sur ce que vous connaissez déjà dans le cahier des charges, c'est-à-dire les nombreux actes de violence qui ont été commis par les FDO sous la responsabilité de dire que la légitimité d'une décision de la Cour, quelle qu'elle soit, ne pourra être issue que de l'examen de eu lieu de telle sorte qu'elle s'impose à tous. À cet instant, l'acquittement frappé d'appel. Il n'y a pas sur ce moyen matière à reconsidérer la décision du 1er février 2019, qui est une décision pertinente et empreinte de sagesse. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en effet que M. Gbagbo reste présent à ce procès. Et puisqu'il y a eu ce matin un débat sur la notion de présent, il ne s'agit pas en effet de ce qu'il soit présent comme le législateur international l'a voulu, c'est-à-dire que la personne puisse connaître les faits qui lui sont reprochés et soit en mesure de se défendre, mais il faut qu'elle soit présente pour en effet répondre aux questions qui lui sont posées, être présente aux confrontations qui lui seront imposées, et même, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, qu'elle puisse se défendre elle-même pour que la décision que vous prendrez, quelle qu'elle soit complètement légitime aux yeux de tous. Et c'est sur ce point, en effet, que nous insistons pour que ce procès aille jusqu'au bout. Le principe de l'égalité des armes est au cœur du processus judiciaire devant votre cour. Principe de l'égalité des armes suppose qu'il n'y ait pas de procès à mi-temps. Il y a peut-être des procès à mi-temps, mais la justice, elle est de tout temps et elle doit aller jusqu'au bout. M. Gbagbo est susceptible, s'il était libéré, de faire le bon usage de sa liberté. Alors il peut dire « je me représenterai ». Mais que savons-nous des protestations, des professions de foi d'une personne qui assurerait
à ces juges qu'elle se représenterait. Il y a un certain nombre de suspects en fuite sur lesquels il n'y a pas la possibilité aujourd'hui de faire valoir une main de justice. Vous le savez très bien. Alors, que faire? S'en tenir à ces déclarations? Peut-être, mais nous sommes dans un état de droit et il y a des procédures. Il est actuellement libre, sous condition, de ne pas commenter son procès. C'est fréquent. Dans de nombreux droits nationaux, c'est même la règle, pour éviter que commenter son procès soit de nature à faire pression sur des personnes ou orienter des positions. Par contre, il peut recevoir bien au-delà de son cercle familial des amis politiques, très bien, et il ne s'en dispense pas. Mais il est sous la responsabilité de la Cour, il sera présent pour que des questions lui soient posées et il pourra se défendre. Et puis à la fin, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, eh bien, quelle que soit la décision, elle vous appartiendra. Elle sera totalement souveraine. C'est la vôtre et ce sera la vôtre seulement. Si M. Gbagbo est jugé, il faut et condamné. Dans ces conditions, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire, qui a tellement souffert, se dise c'est légitime, car le procès est allé jusqu'au bout. Et si M. Gbagbo était acquitté, il faut que dans ce cas, il revienne en Côte d'Ivoire et que tout le monde dise oui, c'est légitime. Il n'y a pas de réconciliation possible dans ce pays qui a tellement souffert s'il n'y a pas de réconciliation, et la réconciliation, c'est la légitimité de votre décision. Donc, pas de procès à mi-temps qui s'arrête, il faut qu'il aille jusqu'au bout, que M. Gbagbo soit là, réponde dans les conditions sages que vous avez fixées, et cela sera très bien. La République de Côte d'Ivoire se trouve ainsi dans cette position qui, comme vous le voyez, est une position très ferme de soutien à votre décision du 1er février 2019. Elle contribuera, elle coopérera dans toute la mesure du possible, comme elle l'a fait jusqu'alors, pour qu'en effet, on arrive à ce que, peut-être, le calme revienne dans les esprits. Et nous voulions citer simplement cette très belle phrase de Nelson Mandela sur laquelle je terminerai. We must therefore act together. Nous devons par conséquent agir ensemble, comme peuple uni, en vue de la réconciliation nationale, de la construction de la nation et de la naissance d'un nouveau monde. Que la justice soit pour tous, que la paix soit pour tous. Et juridique que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire voulait tenir devant vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, et merci de nous avoir entendus et de l'avoir permis dans ces termes, et je crois pour la première fois. Je ne sais pas si ce sera la dernière, mais dans tous les cas, merci pour cette fois. Thank you. Le Président, merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre les réponses de la défense de M. Gbagbo tout d'abord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai tout d'abord une question à vous poser, si vous permettez, d'organisation. C'est-à-dire qu'il était prévu dans la conduite de la procédure que vous avez décidée de nous laisser 10 minutes pour répondre aux arguments du procureur et de la représentante légale des victimes, puis un quart d'heure ensuite pour répondre. Voilà. Alors, je voulais savoir si maintenant vous vouliez que nous répondions directement aux observations de la Côte d'Ivoire, auquel cas nous avons un quart d'heure et Mme Naouri, qui est le co-conseil, répondra, ou bien si vous voulez que nous commencions par les 10 minutes que vous nous avez attribuées pour répondre, pour terminer, si vous voulez, la discussion ou participer, contribuer à la discussion qui était en cours tout à l'heure. Le Président. Thank you. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Oui, effectivement, on était en train d'essayer de combiner la présentation des arguments de manière à ce que nous ne devions pas séparer l'audience. Alors,
vous allez avoir du temps supplémentaire. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez répondre aux représentants de la Côte d'Ivoire d'abord ou à l'accusation d'abord. De toute façon, vous aurez suffisamment de temps pour faire les deux. Ou si vous voulez faire les deux en même temps, peut-être. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons commencer par répondre aux observations de la Côte d'Ivoire et nous continuerons dans la foulée, comme ça sera probablement plus simple, comme vous le suggérez, Monsieur le Président, en répondant aux questions qui ont été soulevées tout à l'heure, et ce sera le professeur Jacobs qui répondra. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, les représentants de la Côte d'Ivoire sont présents parce que le 20 décembre 2019, votre Chambre les a autorisés à participer à la procédure. Non pas comme partie, non pas comme participants, mais comme amicus curiae, c'est-à-dire comme amis de la Cour. Qu'est-ce qu'un ami de la Cour ? Un ami de la Cour, c'est quelqu'un qui va apporter aux juges, aux parties et aux participants des éléments spécifiques utiles à la résolution d'un point particulier actuellement en discussion. Ceci postule que l'ami de la Cour dispose d'une expertise ou d'un savoir particulier. C'est ce qui fonde sa légitimité. Un ami de la Cour doit se limiter à ce qui ressort de son expertise, sous peine d'abandonner son rôle d'ami de la Cour. A fortiori, il ne doit pas interférer dans la procédure, revêtant les habits d'une partie ou d'un participant qu'il n'est pas. Or, que ce soit dans les soumissions des représentants de la Côte d'Ivoire, écrites ou orales, je n'ai rien entendu, pas un seul argument qui puisse aider la Cour à trancher la question pendante devant elle. La question est la suivante. Est-il possible de limiter de façon drastique, sur une longue durée, les droits humains fondamentaux d'une personne acquittée de toutes les charges portées contre elle ? En réalité, des observations écrites et orales des représentants de la Côte d'Ivoire, il ressort clairement qu'il s'agit de s'opposer à la liberté de Laurent Gbagbo, et donc, d'une manière ou d'une autre, de se transformer en partie au procès. Ces observations sont plutôt des observations de nature politique, de représentants d'un gouvernement qui tente d'interférer dans la procédure d'appel. Examinons rapidement si la Côte d'Ivoire apporte quelconques éléments utiles sur le plan juridique. L'analyse des observations de la Côte d'Ivoire montre qu'elles sont fondées sur une méconnaissance profonde et radicale de la procédure applicable à la Cour pénale internationale. Parmi les nombreux exemples d'erreurs, d'incompréhension que l'on trouve dans les observations, je vais traiter de celles portant sur la procédure de no case to answer et sur la procédure d'appel. Par exemple, les observations de la République de Côte d'Ivoire révèlent une ignorance évidente de ce qu'est la procédure en no case to answer, qui a conduit à l'acquittement des accusés. Ainsi, il est affirmé au paragraphe 16, et je cite, « Le procureur n'avait pas été mis en mesure de présenter la totalité des éléments à charge devant la Chambre de première instance. Une cinquantaine de témoins n'ont pas été entendus. En effet, la présentation des éléments de preuve à charge a été prématurément close suite à la requête de la défense en insuffisance des moyens à charge,
à laquelle la Chambre de première instance avait fait droit. » Fin de citation. Et cet argument est répété aujourd'hui à la page 76, lignes 7 à 11 des transcrits français. De telles affirmations sont tout bonnement sidérantes. Le procureur a présenté sa preuve à charge pendant 2 années pleines. L'accusation a pu présenter son dossier librement, comme elle le souhaitait, et surtout a pu présenter toute la preuve qu'elle estimait nécessaire de présenter pour soutenir les accusations formulées contre les 2 accusés. Non seulement a-t-elle pu présenter toute sa preuve, mais encore a-t-elle synthétisé cette preuve dans 2 documents. D'abord, un mémoire de mi-procès de 364 pages, puis sa réponse de 1000 pages à notre requête en No Case to Answer. Si des témoins que l'accusation avait initialement prévu d'appeler ne sont pas venus, c'est uniquement parce que le procureur en a décidé ainsi. Quant à la requête en No Case to Answer, déposée par la défense, elle n'a été déposée qu'après la clôture de son cas par l'accusation et qu'après le dépôt du mémoire de mi-procès. Donc c'est bien en se fondant sur toute la preuve du procureur, considérée dans son ensemble, que la Chambre de première instance a prononcé l'acquittement complet de Laurent Gbagbo. Affirmer, comme le fait la Côte d'Ivoire, que la Chambre a interrompu l'examen de l'ensemble des charges pesant sur M. Gbagbo, paragraphe 17 de leurs observations, n'a donc pas de sens. Et quand les représentants de la Côte d'Ivoire disent aux juges, au paragraphe 18 et 24... Le président, maître, un instant, s'il vous plaît. Regardons la teneur des arguments présentés. Aussi, en tenant compte des besoins du public et de son information. Si votre objectif est d'exprimer à ceux qui ne sont pas familiers des structures des procès à la CPI, très bien. Le public en Côte d'Ivoire qui ne connaît peut-être pas la procédure, effectivement, on peut expliquer les choses sans susciter la passion. Et si vous voulez dire que le représentant de la Côte d'Ivoire partait de l'hypothèse ou partait de la manière dont le procès s'était développé, ou en Côte d'Ivoire, ou en France, ou en Belgique, ou ailleurs, et que vous voulez expliquer que à la CPI c'est différent, ou que devant un tribunal international le format est différent, eh bien oui, pourquoi pas. Que l'accusation essaie de présenter des éléments de preuve d'abord, et puis ensuite c'est à la défense de répondre, et puis ensuite il y a eu une requête en insuffisance de présentation de preuves, mais vous pouvez le faire, vous pouvez dire tout cela sans utiliser le style de langage que vous avez utilisé jusqu'à maintenant. D'accord, Monsieur le Président. Le but de l'exercice est de montrer et de discuter la teneur des observations versées au dossier de l'affaire. Il y a peut-être des petits problèmes d'interprétation. Je vais continuer ma présentation et tâcher de parler de manière à ce que ce soit bien retranscrit. Alors, je reprends et je visais les paragraphes 18 et 24 des observations donc, des représentants de la Côte d'Ivoire, dans lesquels il est dit par les représentants qu'il faut attendre la présentation par le procureur de nouvelles preuves et de nouveaux témoins.
Et ce n'est pas ce qui est discuté dans la procédure d'appel pendante. Cette procédure n'est pas un appel sur la preuve, mais c'est un appel technique, notamment sur le standard de preuve appliqué par les juges de première instance dans le cadre d'une procédure de no case to answer et sur les conditions de rendu de leur décision. Par conséquent, il n'est pas question pour le procureur d'apporter de nouveaux éléments de preuve ou d'appeler de nouveaux témoins à ce stade. Autre hypothèse soulevée par les représentants de la Côte d'Ivoire, au paragraphe 18, celle d'une éventuelle condamnation de Laurent Gbagbo en appel. Là encore, il ne semble pas avoir pris la mesure de la procédure en cours, puisqu'il s'agit bien d'une certitude, c'est que dans la procédure d'appel pendante, cette procédure ne peut juridiquement pas se conclure par une condamnation, puisqu'il s'agit d'un appel sur un no case to answer. Donc, c'est à partir d'une analyse technique erronée et d'une incompréhension de la procédure applicable que les représentants de la Côte d'Ivoire fondent leur argumentaire pour refuser que Laurent Gbagbo recouvre l'intégralité de ses droits. Et lorsqu'on s'intéresse à d'autres aspects de leurs observations, on note qu'en tant qu'amicus, en tant qu'ami de la Cour, elle n'apporte pas plus d'éléments pertinents. Ainsi, en ce qui concerne le soi-disant risque de fuite, la Côte d'Ivoire se contente de répéter ce qu'a dit la Chambre d'appel en février 2019, ce qui n'apporte rien d'un point de vue factuel pour les besoins de la présente procédure. À défaut d'éléments factuels, les représentants de la Côte d'Ivoire se contentent de simples opinions personnelles, non étayées, qui sont exactement le contraire de ce qu'on peut attendre d'un ami de la Cour, puisqu'il n'y a nulle expertise. Exemple d'un argument fondé sur un parti pris clairement politique. Quand les représentants de la Côte d'Ivoire prétendent que la présence de Laurent Gbagbo dans son pays serait un facteur de grave désordre, non seulement il s'agit ici d'une affirmation gratuite, mais encore va-t-elle à l'encontre des désirs exprimés par un éventail large de la classe politique ivoirienne. Des pans entiers de la société civile ivoirienne qui estiment que le retour de Laurent Gbagbo et sa participation à la vie publique de son pays aurait un effet d'apaisement et permettrait qu'il y ait un vrai processus de réconciliation nationale. En réalité, la véritable intention des représentants de la Côte d'Ivoire apparaît au fur et à mesure du déroulé de leur argumentaire et de leurs observations, s'opposer à tout prix au retour de Laurent Gbagbo dans son pays. Pourquoi ? Parce qu'Alassane Ouattara veut faire place nette avant les élections présidentielles en octobre 2020. C'est pourquoi des députés sont arrêtés et mis en prison, des opposants politiques pourchassés, et même Guillaume Soro, le plus proche allié d'Alassane Ouattara, son ancien Premier ministre, le chef de l'armée rebelle, a été chassé de la Côte d'Ivoire. En réalité, comment analyser ces observations de la Côte d'Ivoire comme un document de nature politique, dont le seul but est d'interférer dans la procédure d'appel pendante et d'interdire à Laurent Gbagbo, citoyen ivoirien, de rentrer chez lui et de jouir de ses droits inaliénables de citoyen et d'homme. Et c'est ce que nous disent eux-mêmes les représentants de la Côte d'Ivoire quand ils parlent, et je cite, du sens de leur intervention. Page 3, partie 2 de leurs observations, et page 73, ligne 4 et suivante, les transcrits français d'aujourd'hui. Ils nous disent que Laurent Gbagbo est toujours coupable, sans égard pour ce qui a été jugé par la Cour pénale internationale. Ils reprennent ici, aujourd'hui, le narratif défendu par les partisans d'Alassane Ouattara pendant la crise post-électorale. Narratif repris par le procureur dans ses différents documents contenant les charges,
ce même narratif rejeté par la Chambre de première instance de façon détaillée et argumentée dans son jugement d'acquittement. Autrement dit, il s'agit pour les représentants de la Côte d'Ivoire, sous couvert d'une intervention comme ami de la Cour, de vous convaincre de rejeter les conclusions du jugement d'acquittement. Le vrai sens de l'intervention de la Côte d'Ivoire est, in fine, d'inviter la Chambre à condamner Laurent Gbagbo. Une telle interprétation est non seulement inappropriée, elle est étonnante à la lumière des déclarations d'Alassane Ouattara, qui, le 30 novembre 2019, disait à propos de la saisine de votre Chambre dans la présente procédure, et je vais vous montrer les images. Il s'agit de la vidéo CIV D15 0004 2952, transcription. Can you wait a minute? Le Président, pouvez-vous patienter un instant? Votre équipe disposait de 25 minutes. Vous étiez censé répondre aux observations de la Côte d'Ivoire pendant 15 minutes. Vous avez déjà utilisé les 15 minutes. Vous en êtes à 16 minutes ou 15 minutes et demie. Et vous disposez de 10 minutes pour la réponse principale. Je vous le dis pour votre gouverne, pour que vous gériez votre temps de parole. Merci pour cette précision, Monsieur le Président. Et donc, nous allons en effet utiliser un petit peu de ce temps pour montrer la vidéo que j'annonçais. Et si la greffière d'audience peut avoir la gentillesse de nous donner la main. Et pour la transcription, je répète, c'est la vidéo CIVD 15 0004 2952. Transcription CIVD 15 0004 2951. Et le timecode que nous allons montrer, c'est de 14 minutes 30 à 15:04. Could the council please just La greffière d'audience, maître, est-ce que vous pouvez nous indiquer le niveau de confidentialité de la vidéo? Est-elle publique ou confidentielle? Bien sûr, Madame la greffière, c'est une vidéo publique. Et la vidéo sera montrée sur Evidence 2, si j'ai bien compris. De l'intoxication. Il n'y a jamais eu de demande du gouvernement ivoirien. Les avocats ivoiriens ont pris une initiative, c'était leur initiative, et nous n'avons jamais été associés à cette initiative des avocats. Maintenant, quand on est des avocats, on a des avocats, ils prennent des initiatives, c'est leur droit, mais les questions judiciaires, on ne s'en mêle pas. On vous l'a dit, on le répète, c'est un procès qui est en cours, il n'y a pas de raison que le gouvernement s'en mêle pour dire faites ceci ou faites cela. Donc c'était purement de l'intoxication. Le gouvernement n'a pas eu à se préoccuper. Nous sommes donc surpris que les représentants de la Côte d'Ivoire fassent ici exactement le contraire de ce qu'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, dit vouloir faire, c'est-à-dire ne pas se mêler de la procédure en cours. Et pour toutes ces raisons, nous vous demandons respectueusement d'ignorer les observations de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est le professeur Jacobs qui va prendre la suite de Madame Naouri. There was a question. Le juge président, il restait une question découlant de l'intervention de l'accusation. Je vous invite à répondre à cela également. C'est-à-dire, est-ce que le procès peut se poursuivre à partir du moment où on obtient une dispense? Enfin, vous voyez de quoi je parle. Oui, Monsieur le Président.
Alors, Monsieur le Président, quelques points brièvement sur ce qui a été présenté ce matin par le procureur et la représentante légale des victimes. Tout d'abord, sur la question du mistrial, tel que l'a présenté le procureur ce matin. Et si nous avons bien compris, le procureur a dit que si son appel aboutit, il rejugerait Laurent Gbagbo. Alors cette nouvelle position de l'accusation est tout à fait étonnante au regard de ce que l'accusation avait annoncé dans son mémoire d'appel, au paragraphe 266, où elle demandait explicitement qu'elle n'allait pas demander un nouveau procès ou le renvoi devant la chambre de première instance, mais juste que la chambre d'appel déclare le procès entaché de vices, ce qui, je cite, laissera l'affaire entre les mains du procureur, qui décidera alors de la marche à suivre pour que justice soit faite au mieux. Donc il n'est pas affaire ici de nouveau procès. Ce n'est tout de même pas qu'un détail, cette différence entre le mémoire d'appel et ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et si le procureur souhaitait amender son mémoire d'appel, il aurait dû procéder ainsi. À ce stade de la discussion, une pétition de principe exprimée en audience n'a aucune valeur, Monsieur le Président. Alors l'accusation a essayé un peu de noyer le poisson ce matin en disant d'abord que rien n'avait changé depuis février dernier, mais qu'en fait, si, cela avait changé entre février, juillet, octobre 2019. Mais la réalité est simple. En septembre et octobre 2019, le procureur avait le jugement écrit. Il avait toutes les informations à sa disposition pour exprimer clairement une intention dans son mémoire d'appel, ce qu'il n'a pas fait. Rien n'a changé depuis. Donc à l'évidence, ce ne sont pas des raisons juridiques qui expliquent ce changement de position. Ce sont récents, clairement, vu que le mémoire d'appel date d'il y a plusieurs mois, mais d'autres raisons. Si l'on comprend bien ce que dit le procureur, il demanderait que des conditions restrictives de liberté soient imposées à Laurent Gbagbo, quel que soit le temps qu'il prendrait pour décider de poursuivre la procédure. Et surtout, encore une fois, alors qu'il n'y a aucune certitude que ce soit le cas. Et nous notons que dans son mémoire d'appel, le procureur renvoie pour évoquer cette possibilité à l'affaire Routot. Or, cette décision dans Routot date d'il y a 4 ans, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Il y a 4 ans. Et il ne s'est rien passé dans cette affaire à notre connaissance. Donc si l'on comprend bien ce que dit le procureur, il faudrait maintenir Laurent Gbagbo sous des conditions restrictives de liberté pendant 4 ans, voire plus. Le temps qu'il décide quoi faire, le temps qu'il adapte sa preuve qui a été rejetée par la chambre de première instance pour un nouveau procès. Après 8 ans de détention, 1 an de détention dans des conditions inhumaines en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo se verrait donc imposer un régime de restriction de liberté ad vitam aeternam. La chambre d'appel ne saurait se rendre complice d'une telle situation. Un mot sur le soi-disant réseau. Le procureur, comme la représentante légale des victimes, entretiennent sciemment la confusion entre réseau et supporters et soutien. On essaie de vous faire croire qu'il y aura un réseau, mais en réalité, on vous apporte uniquement des éléments qui montrent que Laurent Gbagbo a des supporters. On vous parle d'un réseau, ce qui sous-entend un but illicite, ici, d'après le procureur, de faire fuir Laurent Gbagbo, mais on ne vous donne rien qui matérialiserait l'existence de ce réseau. Ni organisation, ni chef, ni utilisation de moyens, ni intention de faire échapper Laurent Gbagbo à la justice. Au contraire, on ne vous parle que d'actes classiques de soutien. Le FPI est un parti politique important en Côte d'Ivoire, et il est légal. Une grande partie de la société civile
ivoirienne soutient le président Gbagbo, considéré comme un grand patriote africain. Le président Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire et ancien allié politique d'Alassane Ouattara, va voir Laurent Gbagbo pour parler réconciliation. Tout ça ne fait pas un réseau. D'après le procureur, Laurent Gbagbo devrait être limité dans sa liberté uniquement parce qu'il jouit d'une grande popularité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Comme Laurent Gbagbo est la personnalité ivoirienne centrale, dont beaucoup se réclament au-delà des frontières du FPI et au-delà de la Côte d'Ivoire, la conséquence en est que sa popularité perdurant, il ne pourra jamais se voir restituer l'intégralité de ses droits et ne pourra jamais jouir de sa liberté si l'on suit le raisonnement du procureur. En définitive, c'est comme s'il n'y avait pas eu de jugement, pas eu d'acquittement, pas eu 2 ans de procès. En substance, la raison qui sous-tend toutes les allégations qui ont été faites par le procureur. Excuse me, counsel, you have 3 minutes. La greffière d'audience, il vous reste 3 minutes, maître. Merci. En substance, la raison qui sous-tend toutes les allégations qui ont été faites ce matin par le procureur et la représentante légale des victimes, c'est qu'il pense qu'il est toujours coupable, contrairement à ce qu'ont dit les juges. Un dernier point, rapidement. Le procureur a invoqué l'arrêt Thomaso de la CEDH du 23 février 2017 pour parler du fait que des restrictions de liberté tomberaient plutôt sous l'article 2 du protocole 4 que sous l'article 5 de la Convention. Peut-être, mais ce que le procureur ne vous a pas dit, c'est qu'en définitive, la CEDH conclut à la violation des droits de l'intéressé dans cette affaire, au paragraphe 126. C'est cela qui importe, peu importe la base juridique. Enfin, pour répondre à votre question, nous voulons juste rappeler que Laurent Gbagbo s'est engagé, par écrit, à respecter les ordonnances de la Chambre, à se présenter si nécessaire, et à respecter toutes les conditions pour que la procédure se passe bien et se continue. Donc à cet égard, nous ne voyons pas de difficultés particulières. Sur la question juridique, qui est sa présence pendant la procédure, vous avez évoqué ce matin, et ça a déjà été évoqué, les articles du statut de Rome ainsi que le règlement, les amendements qui permettent, sous certaines conditions, d'excuser une personne de la conduite du procès. Et nous pensons que ces articles pourraient s'appliquer si nous devions aller dans ce sens. Mais la question ne se pose pas vraiment, puisque Laurent Gbagbo s'engage à être là et à respecter tous les ordres de la Chambre. Le juge président, cette question est différente. La question précise qui nous intéresse est la suivante. Cela ne préjuge pas de l'issue de cet appel. Je pose la question simplement pour obtenir des informations qui nourriront nos délibérations. La question est la suivante. Dans l'éventualité où l'appel interjeté par l'accusation aboutisse, et c'est simplement un argument, je ne préjuge pas de l'issue, dans ce cas-là, est-ce que le procès doit se poursuivre? Est-ce que, dans une telle éventualité, M. Gbagbo ou son équipe aurait objection à ce que le procès se poursuive et que s'il ne se présente pas comme la Cour lui ordonne de le faire, et en fait c'est là la question, qu'est-ce qu'il arrive s'il ne se présente pas alors que la Cour lui ordonne de se présenter?
Monsieur le Président, merci. À ce stade, je ne peux pas vous répondre autre chose que Laurent Gbagbo s'est engagé à être présent, s'est engagé à respecter les ordonnances de la Chambre, et donc il n'y a pas d'autre hypothèse à ce stade à envisager. We'll leave it at that. Le juge président. Très bien, nous en tiendrons à cela. Notons au fin du compte rendu que M. Gbagbo est dans la salle d'audience. Merci. So for Mr. Blegude. J'invite maintenant le conseil de Blegude à prendre la parole. Mr. President, I will first... Maître Knops, Monsieur le Président, je vais d'abord réagir aux observations formulées par l'accusation et je répondrai également à la question posée par l'accusation, après quoi Maître Ndri, mon co-conseil, répondra aux questions soulevées par ou dans les observations de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, le bureau du procureur, lors de son intervention, a créé 2 circonstances exceptionnelles pour la Chambre qui justifieraient la reconsidération de la question des conditions. Et je les traite de la manière suivante. D'abord, ils ont créé une incertitude quant au cours de cette procédure, à l'avenir de cet avenir. Dans un premier scénario, il y aurait un mistrial, dans lequel cas l'affaire serait renvoyée entre les mains de l'accusation, et c'est à l'accusation de décider ce qu'elle entend faire. Voilà un premier scénario. Le scénario B maintenant, auquel il a été fait allusion également aujourd'hui, c'est une déclaration de procès entaché de vice et un nouveau procès. Point n'est besoin de rappeler que ce deuxième scénario prendrait des années. Si, hypothétiquement, l'on optait pour cette deuxième solution, parce que l'accusation a, pour l'essentiel, demandé à la Chambre de patienter et d'attendre l'issue de l'appel sur le fond, après quoi l'accusation vous dira ce qu'elle a l'intention de faire pour la suite des choses. Ceci est pertinent parce que la durée de ce procès éventuel, si l'un ou l'autre des scénarios évoqués par l'accusation, scénario A ou B, eh bien, signifiera ou se traduira par un procès excessivement long et donc en violation du principe de la célérité du procès et ne respecterait pas les droits fondamentaux tels que confirmés par les cours des droits de l'homme. Et cela crée en soi des circonstances exceptionnelles. Comme l'accusation n'est pas en mesure de présenter devant cette Chambre, après 9 ans d'enquête, une procédure bien claire à suivre, après 9 ans, eh bien, d'abord c'est inquiétant, et d'autre part, cela crée des circonstances exceptionnelles. L'accusation estime qu'en cas de déclaration de procès entaché de vice, ça sera fait sans préjudice. Mais votre Chambre dispose du pouvoir discrétionnaire de décider que le procès a été entaché de vice avec préjudice. Parce que les erreurs alléguées par l'accusation dans son mémoire d'appel se rapportent à des erreurs qui auraient été commises par des juges. Autrement dit, ou plus précisément, le délai qu'ont pris les juges avant de rendre le jugement. Et ensuite, il y a qui pèse quant à la suite de ce procès et la durée excessive que cela signifierait, eh bien la Chambre se retrouve face à des circonstances exceptionnelles parce que l'accusation vient de créer ce scénario B aujourd'hui devant vous. Alors que dans le mémoire d'appel, au paragraphe 266, elle a évoqué le scénario A. La deuxième création, la deuxième circonstance exceptionnelle créée par la Cour se rapporte à la notion même du mistrial, du procès entaché de vice. Nous aurions souhaité en discuter dans le cadre du débat sur le fond de l'appel, mais force est de constater que la défense doit parler de cette notion de mistrial
vu l'existence de circonstances exceptionnelles. Monsieur le Président, la Cour suprême des États-Unis en 1978 dans l'affaire Arizona contre Washington, une affaire très importante, a conclu que la clause relative au nebis in idem protège l'accusation ou les défendeurs contre une accusation qui essaie d'utiliser la déclaration de procès entaché de vice pour éviter un acquittement. Et je pense qu'il convient de rappeler cette décision aujourd'hui. Parce que la solution préconisée par l'accusation, comme solution possible, suppose qu'il y a lieu de croire que le procès est entaché de vice. Nous connaissons tous l'affaire Outosang et nous savons que le consentement ne s'applique pas de façon automatique. Vous le savez vous-même, Monsieur le Président, vous avez décidé au paragraphe 139 de votre opinion, vous avez dit que la situation était ce qu'elle était. Mais contrairement à l'affaire Outosang, la Chambre, en l'espèce, a pu parvenir à une fin du procès. Elle a acquitté Blé Goudet et Laurent Gbagbo après avoir apprécié la totalité des éléments de preuve et après avoir conclu que l'affaire n'était pas suffisamment étayée et que l'accusation ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve. Donc il n'est pas question de subornation de témoins, qui est en fait le critère principal pour déclarer un procès entaché de vice. L'interprète se reprend. Donc les fondements juridiques ont été satisfaits en matière de requête en insuffisance de moyens à charge. Si l'accusation obtient une déclaration de procès entaché de vice à ce stade, quelle serait alors l'utilité de la protection prévue à l'article 20 du statut? Autrement dit, l'argument en faveur d'une déclaration de procès entaché de vice avec possibilité de nouveaux procès concerne plutôt le débat sur l'appel. Nous n'y sommes pas encore, sauf que l'accusation a fait allusion à cela dans ses observations. Nous estimons que cela, en fait, est contraire à la notion de l'absence de circonstances exceptionnelles, comme le prétend l'accusation. Je note que dans l'œuvre des professeurs Triffer et Ambrose il s'agit du commentaire sur le statut de Rome de la Cour pénale internationale, 3e édition, page 645. Il est question d'un jugement de la part de la Chambre de première instance sur le fond suffit pour déclencher le nebis in idem. Et il répond par l'affirmative. Le juge président interrompant, maître, je n'ai pas de questions à vous poser maintenant, mais n'oubliez pas de nous donner la référence à l'affaire Arizona contre Washington que vous avez mentionnée tout à l'heure. Maître Knopp, certainement. Eh bien, tout cela pour dire que l'argument présenté par l'accusation en faveur d'une déclaration de procès entaché de vice et l'analyse a priori de ce concept juridique, est-ce qu'il convient de l'appliquer ou pas en l'espèce, ou est-ce que l'on accepte qu'il existe des circonstances exceptionnelles? À l'évidence, les conditions d'un procès entaché de vice ne sont pas satisfaits. Ce qui m'amène au scénario A ou B de l'accusation. Si la Chambre faisait droit à la requête de l'appel simplement
parce que des erreurs ont été commises par des juges, mais les erreurs commises par les juges ne signifient pas automatiquement qu'il y a eu un vice de forme. L'article 81, 3C1, au petit i du statut de Rome, dispose que les conditions ne sont plus nécessaires. Donc même selon l'hypothèse ou les scénarios évoqués par l'accusation, donc scénario A et B, cet argument qui sous-tend votre arrêt de février 2019 ne s'applique plus. Enfin, un mistrial ou un nouveau procès, même dans l'éventualité d'un scénario A ou B, eh bien, à cet égard, est-ce que la Chambre se rend bien compte que l'article 20, paragraphe 3 du statut empêcherait la tenue d'un nouveau procès? Parce que M. Blégoudet a été condamné le 30 décembre par défaut. Je ne parle pas de la légalité de cette condamnation, n'empêche qu'il a été condamné. Et la Cour de cassation de Côte d'Ivoire a rejeté l'appel, par défaut, à nouveau. Ce qui veut dire que, selon les scénarios A ou B de l'accusation, il y aura un obstacle, celui qui est érigé par l'article 20, paragraphe 3 du statut de Rome. Et la perspective d'un nouveau procès ou du renvoi à nouveau devant une autre chambre de ce procès se heurtera à ce même obstacle. Et dans le cadre du débat d'aujourd'hui, cela signifie que les conditions nécessaires pour s'en tenir à ce scénario seraient hautement improbables et constitueraient des circonstances exceptionnelles. Nous savons maintenant que M. Blégoudet a été condamné en Côte d'Ivoire. Pour les mêmes faits, les éléments de preuve sont dans la liste correspondent au numéro 8 à 12 de notre liste et nous l'avons présenté hier. Tous les incidents mentionnés dans le verdict ont déjà fait l'objet du procès devant cette cour. Il s'agit des mêmes endroits, de la même crise post-électorale. Et si vous examinez la jurisprudence de la Cour européenne de justice, par exemple l'affaire... L'interprète n'a pas retenu le nom, affaire de 2006. Si vous examinez également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Zolotov contre la Russie, il s'agit de la source numéro 7 sur notre liste, et bien vous constaterez que le principe du nebis in idem s'applique. Voilà en somme deux circonstances exceptionnelles qui sont ressorties des observations formulées par l'accusation aujourd'hui. Finalement, deux observations. Est-il nécessaire d'imposer de nouvelles conditions, mis à part l'exposé sur le mistrial? Eh bien, la réponse est non. L'accusation a déclaré ce matin, il s'agit de la transcription anglaise d'aujourd'hui, page 50, ligne 9, qu'il existe un risque que M. Blégoudet fuit dans un pays autre que la Côte d'Ivoire, avec lequel la Côte d'Ivoire n'aurait pas de traité d'extradition. Mais l'accusation, c'est-elle que les Pays-Bas n'ont pas de traité d'extradition avec la Côte d'Ivoire? Le juge président, je voudrais vous poser une question avant que vous n'alliez plus avant, maître. Yeah, we're in open session. Nous sommes en audience publique et gardons cela à l'esprit. Vous avez fait une référence, enfin, disons plutôt que vous avez parlé de la condamnation en Côte d'Ivoire et c'est sur cela que vous vous êtes basé pour votre raisonnement. Votre dernier raisonnement. Et vous dites que
finalement, pour dire les choses simplement, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pourrait tout simplement mettre à mal la stratégie du procureur, selon laquelle il pourrait y avoir un nouveau procès. Mais est-ce qu'on connaît les caractéristiques pour la Côte d'Ivoire des procès par contumace? Il y a des régimes où on dit qu'il y a un procès par contumace parce que l'accusé ne s'est pas montré après avoir été averti. S'il ne vient pas, eh bien, au bout d'un moment, le procès peut continuer, peut commencer, se poursuivre, et on dit qu'il est par contumace. Il y a d'autres, mais si la personne revient et elle peut prouver que pour des moyens indépendants d'elle, elle n'a pas pu assister à son procès, eh bien là, le procès doit être refait. Donc ça, c'est un facteur. Mais est-ce que ce que vous avez à l'esprit, est-ce le régime qui a cours en Côte d'Ivoire sur ce sujet? Et si oui, est-ce que cela a un impact sur votre analyse? Et si on ajoute à cela que M. Blé Goudet était en détention à la CPI, à tout moment, enfin pendant tout ce temps-là, n'est-ce pas? Maître Knops, écoutez, c'est Maître Ndri qui va répondre à cette question. Moi, je ne sais pas d'évaluer la légalité du procès qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. On pourrait en parler pendant des heures. Tout ce que je dis, c'est que l'accusation dit qu'il y a possibilité de nouveaux procès. Moi, je dis l'article 23 pourrait très bien être un obstacle. On n'en est pas encore là, mais il se pourrait très bien qu'un nouveau procès sur la situation actuelle, dans les circonstances actuelles, soit absolument impossible du fait de l'article 23. 20. L'article 20, petit 3. Donc, c'est à l'accusation de montrer que le procès là-bas n'était pas au niveau du droit international. Et c'est Maître Ndri qui va vous parler la possibilité d'un procès par contumace. Il va vous expliquer si les critères sont satisfaits ou non. Tout ce que je peux dire, c'est que l'hypothèse de l'accusation, sur lequel il y aurait peut-être un scénario A ou un scénario B, de toute façon, c'est extrêmement flou. Et en plus, ça crée des circonstances exceptionnelles qui permettraient peut-être de poursuivre la procédure, d'ailleurs. Et dernière remarque, il n'y a pas de traité d'extradition entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Le président, 1 minute. Close session. Président, passons à huis clos, s'il vous plaît. We are back in open session, Mr. President. Le greffier de Nord, nous sommes en audience publique. Le maître Knops. Oui, je réponds à la dernière remarque. La question sur la présence de M. Blé Goudet. Une question qui a été soulevée à la fois par l'accusation et les juges. Bon, 3 observations. L'article 63.1 n'exclut pas de dérogation. Donc, on peut très bien avoir une dérogation et une dispense. Ou on peut aussi avoir des déclarations selon lesquelles le procès peut bel et bien se poursuivre hors de la présence de l'accusé. Le président, vous dites que c'est possible. Réponse oui, il y en a un article d'ailleurs au TPY. L'accusé peut très bien signer des dérogations comme quoi il ne se présentera pas à son procès pendant 1 ou 2 jours. Donc légalement, il y a des possibilités. Et le procès peut se poursuivre. Mais ça doit être une dérogation qui est volontaire, délibérée. Parce que là, ce serait si M. Blé Goudet était détenu ailleurs. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Mais là, il faudrait aborder le côté de la dérogation permettant de suivre, de continuer le procès d'une autre façon, quoi. Mais
nous considérons que, au vu de la déclaration dont dispose la Cour, eh bien, le procès pourrait se poursuivre de toute façon, le président. Donc, il serait préparé à signer cette dérogation, Maître Knops? Oui, bien sûr, pour être sûr que la procédure reste en totale intégrité, mais M. Blégoudet préférerait de loin être présent. Mais de toute façon, lorsqu'il sera ordonné par la Cour d'être là, il sera là. Je vous le dis. Maintenant, je vais donner la parole à Maître Ndri qui va parler de la Côte d'Ivoire et qui va répondre à la Côte d'Ivoire. Le président Maître Ndri, vous avez 3 minutes. 5 minutes. I've been told that you have. On me dit que vous avez 8 minutes en fait. 5 plus 3. Allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, bonsoir. Alors, Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que dans la question que vous avez posée à mon confrère Maître Knops, en ce qui concerne la procédure de contumace, cela donc sera déduit de mon temps, puisque je compte vous répondre maintenant. Vous avez posé une question sur la procédure de contumace en Côte d'Ivoire. Do your best. Écoutez, vous faites de votre mieux pour l'intégrer dans les 8 minutes dont vous disposez, si vous le pouvez. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais donc aller vite. Mes observations sont fondées sur les observations écrites versées par les avocats de l'État de Côte d'Ivoire avant aujourd'hui. Je ne vais pas donc m'occuper du long exposé qui a été fait par l'avocat qui représentait l'État de Côte d'Ivoire. Sur le premier point de mes observations, le risque de fuite. Sur le risque de fuite. Pour justifier leur argument sur le risque de fuite, les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ont allégué, et je vais les citer, l'appel en cours justifie plus encore le maintien en liberté sous condition, dans la mesure où le risque de condamnation à une lourde peine pourrait inciter à la fuite. Fin de citation. Sur ce point, les avocats de M. Blégoudet émettent de très sérieuses réserves quant à la pertinence de cet argument. Et pour nous justifier, nous avançons les 2 points qui suivent. Premièrement, après une décision d'acquittement prononcée le 15 janvier 2019, il apparaît pour nous une conséquence juridique et une attitude naturelle. C'est que la personne acquittée jouisse pleinement de sa liberté naturelle d'aller et de venir. L'hypothèse envisagée d'une fuite dans les conditions que nous connaissons, à savoir que le procureur ait fait preuve d'exceptionnelle faiblesse au niveau de ces preuves versées au dossier. Tout cela est incompatible avec l'hypothèse d'une fuite dans ces conditions, puisque M. Charles Blégoudet se trouve devant une décision d'acquittement. Décision d'acquittement, et cela est inédit. Je ne sais pas si au sein de cette cour, il y a eu un tel qualificatif en ce qui concerne les preuves d'une accusation. Nous sommes en face d'une exceptionnelle faiblesse des preuves. Déjà, des preuves faibles emportent acquittement, et lorsqu'on est devant des preuves faibles, qualifiées d'exceptionnelles, nous pensons que l'hypothèse d'une fuite est improbable.
Deuxième élément. Et malheureusement, ou je ne sais pas, mais cela a changé ce matin. Excuse me, Counsel, you have 3 minutes. Il vous reste 3 minutes. Cela a changé ce matin, comme par extraordinaire. On nous avait parlé de mistrial et aujourd'hui nous avons entendu dire le procureur qu'il compte poursuivre cette procédure, ajoutant en notre sens une incertitude qui doit justifier, qui devrait justifier, en notre sens, que les conditions qui ont été portées au bas donc de l'acquittement soient définitivement levées. Dans un deuxième point, je voudrais répondre à l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne le refus de liberté sans condition à cause de la nécessaire protection des victimes et des témoins. Cela est contenu dans les écritures versées à votre dossier. Sur ce point, nous faisons observer que la majorité des témoins qui sont arrivés ici et qui ont déposé dans cette salle vivent en Côte d'Ivoire. Et ces témoins, après avoir déposé ici, sont retournés en Côte d'Ivoire et aucun de ces témoins n'a fait l'objet de pression de qui que ce soit. De telle sorte que venir ici dans cette salle pour avancer l'hypothèse d'une menace chimérique qui pèserait sur des témoins, sur une personne juridique. Et je vais nous dire pourquoi. Je pense que l'alternative avait été laissée à la représentante légale des victimes d'appeler des témoins pour venir établir des faits. Lors de la procédure, la représentante légale des victimes a décidé, devant le monde entier, devant la justice, de dire qu'elle n'appelait pas de victimes, de témoins ici. Je pense que l'heure n'est plus à la spéculation, mais à l'établissement des faits, et cela a été l'objet donc de l'acquittement, puisque les faits ont été débattus ici. Je disais que je finissais sur la mission de la justice impréalable à toute réconciliation. Effectivement, nous sommes d'accord que la justice est impréalable à toute réconciliation. Mais est-ce que cette justice entend par justice qu'on trouve un innocent et que cet innocent-là soit condamné pour qu'on puisse dire qu'il y a justice? Je pense que ce serait la pire des injustices. M. Charles Blé Gouda a été jugé, il y a eu 82 témoins, des milliers de pièces versées au dossier, et les juges ont décidé, il est acquitté. En ce qui concerne maintenant la question que vous avez posée sur la contumace. Effectivement, la contumace est prévue par la justice ivoirienne. Dans quelles conditions est-ce qu'une personne peut être jugée par contumace? Your time. Techniquement, vous n'avez plus de temps, hein. Mais si vous pouvez être très rapide, allez-y. Respectueusement à la question posée par la Chambre. Alors, j'ai ici le Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. L'article 354 répond à votre question que vous avez posée. Cet article dit ceci. L'accusé absent
sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par contumace. L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par contumace. Sans excuse valable, je pose la question à votre cour d'apprécier. M. Charles Blé Goudé a été remis à votre cour par une décision de la Côte d'Ivoire, décision arrêt numéro 67 du 21 mars 2014. Il a été acquitté. Votre décision a assorti donc cet acquittement de conditions qui le maintient au lieu où il est. Si la justice ivoirienne a estimé, malgré cela, que M. Blé Goudé ne s'est pas présenté sans excuse valable, je vous laisse le choix d'apprécier en ce qui concerne, oui ou non, l'instrumentalisation de cette justice, et j'ai fini. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Nous avons maintenant la réponse du procureur. Vous aurez 15 minutes. Et vous répondez à la Côte d'Ivoire. Monsieur Goldmetzer, nous serons très brefs. On va utiliser les 15 minutes pour répondre à la Côte d'Ivoire et on répondra aussi à d'autres choses et on fera les observations qu'on souhaite faire à huis clos. On a pour 15 minutes en tout. Et ma collègue, Madame Nairanan, a une petite observation à faire aussi. Mais ce sera après ma réponse à la Côte d'Ivoire. Le président, allez-y. Question. Bien. Donc, nous répondons aux observations du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans l'hypothèse que les conseils qui sont présents dans le prétoire aujourd'hui ont un mandat valide émanant du gouvernement du pays. Et les conseils donc ont partagé avec nous les mandats dont ils disposaient. Donc, si le gouvernement de Côte d'Ivoire nous soulève des objections à propos de la levée des conditions de libération de M. Gbagbo, eh bien, d'après le gouvernement, cela risquerait de causer un risque de fuite et d'avoir un impact sur l'ordre public en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, la position de la Côte d'Ivoire est tout à fait identique à la nôtre d'ailleurs. Et la Côte d'Ivoire ne serait pas en mesure d'assurer l'apparence de M. Gbagbo à tout nouveau procès devant cette cour. Donc, la position de la Côte d'Ivoire est absolument identique à la nôtre. Et elle est la suivante. La Chambre d'appel ne doit pas lever les conditions imposées à la libération de M. Gbagbo. Les raisons impérieuses qui justifient les conditions imposées par la Chambre d'appel l'an dernier existent toujours aujourd'hui. Si ces conditions étaient levées, si M. Gbagbo pouvait se rendre en Côte d'Ivoire ou dans un pays tiers, eh bien, sa présence lors de procédures ultérieures ici ne pourrait pas être garantie. Je vais maintenant donner la parole à Madame Narayan et ensuite je reprendrai la parole. Madame Narayan, je vous remercie et je n'en ai que pour quelques minutes. J'ai quelques observations très rapides à faire pour clarifier certaines choses à propos de la solution qu'on vous demande. Et on en revient au paragraphe 266 de notre mémoire d'appel, en se basant sur le contexte même de notre mémoire. Et je vais répondre aussi à certaines questions soulevées par le conseil de M. Gbagbo. Nous avons dit que nous n'allons pas demander de nouveaux procès. Ce n'est pas écrit. Ensuite, nous avons demandé que l'affaire nous revienne, mais parce que c'est une possibilité. Et troisièmement, et j'aimerais vous lire vraiment le paragraphe 266, parce qu'il reconnaît, nous reconnaissons ici que vous, mesdames, messieurs les juges, pouvez ordonner un nouveau procès qui serait éventuellement un recours. Le recours existe donc depuis toujours.
Maintenant, passons aux arguments du conseil de M. Blégoudet. Il n'y a aucune incertitude quant à l'intention de l'accusation pour ce qui est d'une procédure ultérieure. J'espère que lorsque j'ai pris la parole ce matin, j'ai été clair. L'accusation a l'intention de lancer de nouvelles procédures. On ne sait pas encore très bien quelle forme cela va prendre. C'est tout. Tout dépend du résultat de l'appel. Et la solution de mistrial ou bien la solution de retrial, elles sont compatibles entre elles de toute façon. Je pourrais vous l'expliquer. Ensuite, on a dit qu'un nouveau procès pourrait être extrêmement cher et très fastidieux. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Il y a des façons d'avoir un procès rapide. Peut-être en utilisant le dossier qui existe d'ailleurs. Mais pour l'instant, de toute façon, le bureau du procureur n'est pas en mesure de vous dire ce qu'il va faire. Et ensuite, des arguments sur le mistrial comme étant un recours. Eh bien, je pense que nous en parlerons plus tôt lorsque nous aborderons l'appel sur le fond parce que c'est le forum plus adéquat pour traiter de ces sujets. Merci beaucoup, le Président. Merci, Monsieur Galmetzer. Monsieur le Président, nous passons en audience à huis clos partiel. Il faut fermer les rideaux, s'il vous plaît. Monsieur le Président, à nouveau. Thank you. Le Président, merci. Je m'adresse à la galerie du public. Quelquefois, il nous faut passer à huis clos pour régler certaines questions internes. Nous allons maintenant entendre le représentant de la Côte d'Ivoire. Nous lui accordons 5 minutes pour répondre à ce qui a été dit en réaction à leur première présentation. Vous avez 5 minutes. Je sais, mesdames, messieurs les juges, c'est exact que nous sommes ici en tant qu'amis de la Cour, mais nous sommes, pour ce qui nous concerne, les avocats du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, et nous sommes mandatés par lui. Est-ce qu'un ami de la Cour doit être neutre vis-à-vis de l'ensemble des autres parties? Le prétendre serait absurde. Cela n'a pas de sens. Nous sommes des amis de la Cour, mais nous sommes aussi des amis de la justice. Et c'est initialement par une requête du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, sur sollicitation de la quasi-totalité des grands organismes internationaux, que nous sommes aujourd'hui devant vous. Donc c'est peut-être sur ce point pour tempérer les reproches qui nous sont faits. Deuxièmement, la grande question, la grande sollicitation que nous sommes venus poser devant votre Cour, ce n'est pas pour rentrer dans des questions de procédure qui regardent essentiellement les parties. C'est pour dire tout simplement que nous sommes avocats d'un gouvernement qui est garant de l'ordre public dans son pays, que ce pays a beaucoup souffert, que ce pays a connu des violations extrêmement graves, et dans son intégrité physique, dans des dommages moraux, et que nul ne veut voir ces dommages revenir, que l'on veut que les passions se taisent. Pour cela, nous n'avons pas d'autre solution, et peut-être d'ailleurs tous les Ivoiriens réunis, c'est que vous rendiez une décision la plus sage possible, la plus légitime possible. Et qu'est-ce qui ferait qu'un Ivoirien partisan de M. Gbagbo ou tous les Ivoiriens partisans de M. Ouattara ou d'autres se disent en effet peut-être que l'on peut commencer ce lent travail de réconciliation? C'est de dire que la Cour pénale internationale, organisme unique dans son genre, est allée jusqu'au bout de son travail, a décidé d'explorer tous les coins et tous les recoins, d'entendre toutes les possibilités, puis, sereinement, souverainement, de décider. Pour cela, il faut que jusqu'au bout, M. Gbagbo soit présent. Dans les conditions qui ont été décidées, elles nous semblent bonnes, elles nous semblent humaines. Ça lui permet en effet d'avoir sur ce point des contacts les plus larges possibles, à condition de ne pas commenter le procès en cours. Cela nous convient.
Mais il faut, sur ce point, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, aller jusqu'au bout. La question pour nous n'est pas de rentrer dans la technicité du débat. Je rassure ma consoeur, il m'arrive quelquefois de le comprendre. Mais c'est simplement de donner une opinion pour qu'elle vous aide. Ensuite, nous coopérerons totalement. Si de nouveaux témoins doivent être entendus, si de nouvelles pièces, nous ferons en sorte que ce soit fait, que votre justice se fasse et qu'elle se fasse le plus rapidement possible, mais dans le respect intransigeant du droit. Et en effet, de l'ordre public ivoirien, il nous semble bientôt, pour que M. Gbagbo, aujourd'hui, puisse revenir dans son pays. Mais que le jour où il revienne, et s'il a été acquitté par vous, dans les conditions que je vous dis, je vous assure que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sera un gardien intransigeant de votre décision. Thank you very Le président, merci beaucoup, maître. Cela nous amène au terme de cette audience où vous avez été parmi nous. Vous nous permettrez maintenant de passer à une audience où seuls les partis peuvent intervenir pour discuter de questions qui n'intéressent effectivement que les partis. Nous allons passer à huis clos partiel. Le président. Passons à huis clos.